Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présents pour ce 5e Web Café Innovation du Comité de la recherche de l'AFT. Il est donc animé par Étienne Paul, qui est de l'INSA de Toulouse, et moi-même, Adèle Boissy, qui est de l'École nationale des ponts et chaussées. Et aujourd'hui, nous allons parler de la modélisation des stations d'épuration pour optimiser leur fonctionnement. Notre mission au Comité de la recherche est de mettre en lumière l'apport de la recherche pour les opérationnels du domaine de l'eau et des déchets. Et donc, nous avons choisi aujourd'hui de montrer un exemple d'une collaboration chercheurs-exploitants à Lyon sur la station de Pierre-Bénite. Alors, quelques mots d'organisation. D'abord, le web café va être enregistré. Et vous pouvez poser vos questions au fur et à mesure de la présentation via le chat. Et à la fin des deux présentations, nous allons répondre aux questions en essayant un petit peu de les regrouper. Donc, je vais vous introduire nos intervenants. Tout d'abord, Sébastien Riello, responsable d'exploitation à la métropole de Lyon, va présenter les enjeux de la station d'épuration de Pierre-Bénite. Puis Sylvie Gillot, qui est directrice de recherche à l'INRAE dans l'unité Riversal, décrira les résultats de recherche sur l'outil de modélisation. Et enfin, Sébastien nous conclura sur les scénarios d'optimisation et donc les apports du modèle pour ce retour d'expérience sur la station de Pierre-Bénite. Donc, je laisse tout de suite la parole à Sébastien. Merci à vous. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous ceux qui sont connectés. Donc la station de Pierre-Bénite, c'est une des deux grandes stations en fait de la région lyonnaise. Donc c'est une station qui a été complètement rénovée en fait dans les années 2000, avec une capacité de 950 000 équivalents habitants. Elle va traiter tout le bassin versant là, qui se situe du coup à l'ouest en fait du Rhône par rapport du coup à Lyon, avec notamment toute la presqu'île de Lyon. C'est une station en fait avec des procédés assez classiques. Donc on va retrouver en fait un traitement par bout activé sur le traitement biologique. Elle va avoir deux spécificités, à savoir déjà une unité d'incinération pour brûler toutes les boues internes qui sont produites sur la station, ainsi que les graisses, et aussi en fait les boues extérieures qui viennent des autres stations un peu plus modestes en fait de la métropole de Lyon. L'autre particularité, c'est d'avoir aussi une unité en fait de traitement des sous-produits. On réceptionne en fait tous les sous-produits de l'assainissement qui peuvent être collectés par les hydrocureurs. Donc les sables, les produits de curage, les graisses, etc. Donc sont traités sur la station de Pierre-Bénite. C'est une station du coup qui va connaître en fait à l'avenir une augmentation de ses charges entrantes, avec notamment le raccordement du réseau d'assainissement qui alimente aujourd'hui la station de Fontaine-sur-Saône. Donc cette station en fait est devenue obsolète, et donc il y a eu un choix au niveau de la métropole de raccorder en fait tout son bassin versant sur celui de Pierre-Bénite. C'est une station aussi où il y a des travaux et des évolutions qui sont en cours, et d'autres en fait qui vont arriver dans les prochaines années. Donc, comme par exemple la création d'un bypass de la décantation primaire. Donc ça, c'est les travaux là qui se finalisent actuellement, et du coup on est en mise en service en fait de ce bypass. Et puis peut-être vous avez entendu parler qu'il y a un gros projet de méthanisation pour les années à venir, avec un appel d'offres qui est en cours. Et comme en fait beaucoup d'exploitants, en fait, on a une démarche continue là d'optimisation en fait nos consommations en fait d'énergie. Donc tout ça fait qu'en fait ce qui est important, et depuis un certain nombre d'années, parce que c'est des réflexions en fait qui datent de 2017-2018, où il était apparu important de pouvoir estimer l'impact de toutes ces évolutions sur en fait le fonctionnement de l'exploitation, et afin de définir en fait des stratégies d'exploitation appropriées. Et du coup, c'est comme ça que les réflexions en fait ont mené dans les années 2017-2018 en fait, avec nos différents partenaires, et notamment du coup avec l'INRAE et puis les équipes de Sylvie, à se dire que ça serait bien de pouvoir faire en fait une modélisation de la station dans son ensemble, pour voir un petit peu l'impact des différentes en fait modifications qu'ils pourront avoir en fait dans le futur, et d'arriver à faire en fait des outils d'aide à l'exploitation qui permettent en fait de faciliter en fait le quotidien de l'exploitant, et voir en fait un petit peu qu'est-ce qui est le mieux en fait à faire en fait en termes d'exploitation.
Voilà. Donc aujourd'hui, donc on va vous présenter cette modélisation et notamment en fait deux évolutions en fait que Sylvie va détailler juste après. Alors c'est notamment en fait la création là d'un bypass là de la décantation primaire, donc qui s'est fait en fait s'est construit dans le cadre en fait d'une réhabilitation en fait des décanteurs primaires. On en a profité du coup pour faire en fait une dérivation en fait des eaux qui étaient traitées donc sur les décanteurs pour aller alimenter directement les bassins biologiques, et tout ça pour répondre en fait à une contrainte qu'on peut avoir à certains moments de l'année où finalement la charge organique qui alimente les bassins bio n'est pas forcément suffisante pour empêcher le développement de bactéries filamenteuses. Donc l'idée, c'est de voir maintenant que ce beau canal a été construit, parce qu'au niveau génie civil, c'était assez important, voir maintenant comment on l'utilise au mieux. Et du coup, c'est ces différents scénarios que va présenter après, juste après Sylvie. Et l'autre point qu'on va présenter, c'est la méthanisation. Parce que une méthanisation au cœur d'une station existante, avec pour objectif de méthaniser les boues primaires de la station de Pierre-Bénite, mais aussi celle de Saint-Fond, qui est l'autre grosse station en fait de Pierre-Bénite, là, qui est sur l'autre bassin versant sur l'est en fait de Lyon. Donc ça a des gros impacts en fait pour notre futur, et du coup là l'idée c'était de voir un petit peu comment la modélisation pourrait répondre déjà à ça. Voilà, je vais laisser la main maintenant à Sylvie qui va vous présenter le projet en détail. Merci Sébastien pour l'introduction. Donc le projet qui s'est déroulé sur la période 2019-2023 avait pour principal objectif de développer un modèle à l'échelle de la station, comme l'a dit Sébastien, pour aider à identifier les principaux impacts des modifications majeures qui sont prévues. Et donc quand on a construit le projet, on a aussi adossé bien sûr un certain nombre de questions de recherche. C'est pour ça que nous on intervient comme laboratoire de recherche. Donc des questions de recherche autour de différents points que je vais vous présenter rapidement. D'abord, le premier point pour l'analyse est le formatage des données nécessaires pour la modélisation. Et vous allez le voir, on fait des modélisations à des pas de temps très réduits, de 10 minutes, ce qui a demandé à reformater, notamment rééchantillonner tous les débits de gaz et d'eau sur l'installation. Et puis, pour développer un modèle, il faut aussi caractériser l'influent et notamment la biodégradabilité de l'influent et des boues. Et c'est ce qu'on a fait. Le deuxième point, en termes de question de recherche, c'est la modélisation de l'aération qui nous a fait un petit peu s'arracher les cheveux. Parce que sur la station de Pierre-Bénite, la régulation de l'aération se fait sur des sondes redox. C'est pas très facile à modéliser des sondes redox. C'est déjà pas très facile à maintenir, je pense. Donc c'est un peu compliqué. Et puis on voulait aussi avoir un modèle prédictif de l'aération, c'est-à-dire savoir en fonction de la charge qui arrivait combien de cycles d'aération on allait avoir par jour et quelles étaient les durées de ces cycles d'aération. Donc on a développé aussi un modèle à partir des données de la station pour avoir ce modèle prédictif de l'aération dont on avait besoin par la suite. Un autre élément, c'est comment modéliser la décantation primaire correctement. Donc, les modèles sont parfois un petit peu simplifiés sur ces aspects-là. Et nous, on avait un certain nombre de données à notre disposition qui montrent de manière classique une efficacité de la décantation primaire qui est fonction de la concentration des matières en suspension à l'entrée du décanteur primaire. Donc, on voulait prendre en compte cette corrélation dans nos modèles. Et puis, il y a un certain nombre aussi d'éléments qu'on voulait prendre en compte, et c'est souvent la difficulté quand on est à cette échelle pour développer des modèles, c'est prendre en compte les limitations de l'installation. Les débits des pompes sont limités, la capacité hydraulique aussi, la stratégie de régulation, j'en ai dit deux mots. Et donc ça, c'est très très important de pouvoir prendre en compte ces limitations de l'installation dans nos modèles, parce que le modèle, il ne sait pas qu'une pompe est limitée en débit, par exemple. Et puis enfin, on va étudier différents scénarios. Il était important de s'entendre sur les critères pour évaluer ces scénarios. Et là aussi, ça a demandé un certain nombre d'allers-retours avec les équipes de Sébastien pour pouvoir définir ces critères d'évaluation. Donc les deux premiers aspects sur les données, on l'a fait en développant des codes Python pour pouvoir notamment rééchantillonner tous ces débits et développer le modèle d'aération séquencée. Le modèle de décantation primaire, on l'a directement implémenté dans le logiciel qu'on a utilisé pour développer le modèle. C'est donc Sumo, je vais en parler juste après.
Et puis pour les 2 derniers points, c'était des discussions nombreuses avec entre nos équipes et les équipes de la station d'épuration en charge de l'exploitation. Donc en termes de développement de modèle, je l'ai dit, on a utilisé le logiciel Sumo 22 et on a développé ce modèle selon une procédure qui est maintenant bien établie. Là, donc vous avez la référence en bas à gauche de cette slide. Vous avez ici une représentation du schéma de la station d'épuration. Donc aujourd'hui, c'est 3 fils en parallèle. 3 fils de traitement biologique en parallèle qu'on a simplifié en une ligne de traitement. Et donc on a représenté bien sûr la décantation primaire, le traitement biologique et l'épaississement des bouts primaires et la déshydratation des bouts biologiques dans le schéma de traitement. Il n'y a pas l'incinérateur, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Et donc on a fait une calage et une validation de ce modèle pour 2 périodes, 2018, 2019 et 2020. Et c'est ça qui demande finalement beaucoup de temps pour pouvoir notamment consolider les données de fonctionnement de la station d'épuration pour pouvoir les utiliser ensuite dans le modèle. En termes de calage, j'ai représenté ici les concentrations en azote ammoniacal et en nitrate en sortie de la station d'épuration en fonction du temps pour la période de validation. Donc on a quelques difficultés au début de l'année 2018 à faire ce calage, en fait cette validation, mais c'est difficile de revenir dans le temps et donc peut-être c'était dû à une inhibition. Et puis, globalement, on a réussi à modéliser correctement ces évolutions des paramètres azotés, notamment. C'est un des paramètres importants du calage du modèle. Et on était suffisamment confiant dans la capacité du modèle à simuler le fonctionnement de la station d'épuration pour pouvoir répondre à nos questions. Donc, on a utilisé ce modèle calé par la suite, donc pour répondre aux 2 questions principales qu'on se posait. Donc la première, c'est le bypass des décanteurs primaires. Donc d'un point de vue modélisation, c'est beaucoup plus simple qu'une construction d'un bypass en réalité. Et donc on a juste ajouté donc une canalisation entre l'entrée et la sortie du décanteur primaire et voir l'impact que ça avait sur l'ensemble du fonctionnement de la station d'épuration. C'est ça qui est intéressant avec ces outils-là. On a simulé une 50aine de jours de fonctionnement, encore une fois, pas de temps très fin, parce que quand on fait un bypass, c'est pas la moyenne journalière qui nous intéresse, mais c'est bien presque le débit instantané qui est bypassé qui peut avoir un impact sur l'ensemble de l'installation. Donc on a fait ces simulations sur une 50aine de jours. Et puis vous avez ici la représentation du débit journalier par temps sec en entrée de la station d'épuration, et on a fait différents scénarios. On a d'abord considéré faire un bypass fixe, c'est-à-dire bypasser un pourcentage fixe du débit d'entrée à la station d'épuration. Et puis on a essayé de faire aussi des bypasses variables, c'est-à-dire de bypasser pendant les périodes de la journée où le débit est faible, ou bypasser 50% du temps pendant les périodes de la journée où le débit est élevé. Donc on a d'abord regardé sur le traitement de l'azote, quel était l'impact de ce bypass d'une partie de l'influent, donc sur le traitement de l'azote, parce que vous comprenez bien que ce bypass, il va apporter plus de charge à l'étape biologique, et ce qu'on voulait voir, c'est si l'étape biologique était capable de traiter la charge supplémentaire apportée par le bypass et à quel coût. Donc sur les paramètres azotés, donc de nouveau l'ammoniac, l'azote ammoniacal et les nitrates en sortie de la station d'épuration pour les différents scénarios simulés. Et on voit que quand on bypasse, bien sûr, on a une petite augmentation de l'azote ammoniacal en sortie de la station d'épuration, mais on reste sur des valeurs très très faibles, au maximum de 5 mg par litre. Et puis on impacte finalement assez peu ce paramètre azote ammoniacal. Par contre, on gagne un petit peu en dénitrification puisqu'on apporte plus de carbone à cette phase de traitement biologique. Donc on améliore la dénitrification. Mais ce n'est pas sur ces paramètres azotés finalement qu'on peut prendre une décision sur l'ensemble des scénarios qui ont été simulés. Donc on a regardé un certain nombre d'autres paramètres. Donc j'ai représenté ici de nouveau l'ensemble des scénarios simulés. Donc comme l'a dit Sébastien en introduction, l'idée c'était d'augmenter un petit peu la charge carbonée apportée à l'étape de
de traitement biologique pour limiter le développement des bactéries filamenteuses. Et donc, par expérience et en discussion avec Sébastien, donc la valeur minimale, c'était 0,085 kg de DBO5 par kilo de MVS et par jour. Et donc, on a calculé le nombre de jours pour lesquels on avait une charge inférieure. Donc, on était à une zone de risque pour le développement de bactéries filamenteuses pour ce paramètre-là. On a calculé, bien sûr, l'énergie dépensée supplémentaire par ce bypass, quand on fait un bypass de l'influent, enfin du décanteur primaire, pardon, ce que ça représentait en euros par an, et aussi quel impact ça avait sur la production de boue, puisque quand on bypasse une partie de l'influent du décanteur primaire, on a moins de boue primaire. Et donc, comme l'a dit Sébastien, l'un des objectifs, c'est aussi de faire de la méthanisation de ces boues. Donc, plus on a de boue primaire, mieux c'est pour produire du gaz, du biogaz. Donc, je ne vais pas détailler l'ensemble de ces résultats. Juste ce que vous pouvez retenir, c'est qu'il y a 2 scénarios qui donnent des résultats un petit peu comparables et qui permettent d'avoir un compromis entre la charge appliquée, donc le nombre de jours où on est dans une zone à risque, et le coût lié à l'aération supplémentaire. Et donc, c'est ces 2 scénarios qui vont être en priorité testés sur la station maintenant que le bypass a été fini de construire. Donc voilà pour la première question. La deuxième question qui était posée pour la modélisation, c'était quel est l'impact de l'ajout d'une étape de méthanisation des boues sur l'ensemble du fonctionnement de la station. Alors juste quelques mots de contexte. Donc vous avez ici une vue aérienne du sud de Lyon avec la station de Pierre-Bénite ici. Et puis si vous regardez de l'autre côté du Rhône, il y a aussi une autre station d'épuration qui est la station d'épuration de Saint-Fond, qui est à peu près la même taille que la station de Pierre-Bénite, donc presque 1 million d'équivalents habitants. Aujourd'hui, les 2 stations d'épuration, elles ont un fonctionnement complètement indépendant, donc au bémol près qu'elles rejettent dans le même milieu récepteur, mais sinon c'est complètement indépendant. Et comme l'a dit Sébastien, dans un futur proche, relativement proche, il va y avoir une installation d'un méthaniseur sur la station d'épuration de Pierre-Bénite. Et également, il va y avoir aussi la fermeture de l'incinérateur de la station d'épuration de Saint-Fond. Donc si vous avez une idée des coûts énergétiques des stations d'épuration, d'avoir un incinérateur sur une station d'épuration, ça coûte énormément cher. Donc l'idée, c'est d'incinérer les boues des 2 stations sur le même site, dans le même incinérateur. Et donc là, plusieurs questions se posent. Qu'est-ce qu'on fait des boues de Saint-Fond? Est-ce qu'on les déshydrate sur Pierre-Bénite? Est-ce qu'on les méthanise avec les boues de Pierre-Bénite? Est-ce que... Enfin voilà, il y avait plusieurs scénarios qui étaient envisagés. On en a simulé 5 et je vais vous présenter les résultats de 2 de ces scénarios. C'est la codigestion des boues mixtes des 2 stations d'épuration ou la codigestion juste des boues primaires des 2 stations d'épuration. Donc en termes de modélisation, ça s'est traduit par juste entre guillemets, parce que c'est pas si simple que ça, mais l'ajout d'un digesteur sur l'étape de traitement des boues. Et puis on s'est intéressé à regarder plusieurs impacts. Et le premier, c'est quel impact ça a sur les retours en tête du traitement des boues. Puisque vous savez sans doute que quand on met un digesteur sur une station d'épuration, on va retourner en tête un flux qui peut être chargé en azote et en phosphore. Et donc, c'est ce qui nous intéressait de regarder ici. Et effectivement, pour les 2 scénarios qu'on regarde aujourd'hui, donc on a ici le pourcentage supplémentaire le pourcentage de charge qui revient avec les retours en tête. Donc, quand on n'a pas de digesteur, on est à peu près autour de 10% de la charge sur la station d'épuration qui vient de ces retours en tête. Et avec un digesteur, la charge en azote et en phosphore est très importante, est augmentée de manière significative quand on a ces digesteurs. Donc, du coup, on a regardé est-ce que ça impacte le traitement de l'azote et est-ce que la station est capable de traiter cet azote supplémentaire qui va être apporté par les retours en tête de digestion. Et la réponse est qu'aujourd'hui, la station d'épuration, avec les niveaux de rejet qui sont imposés actuellement, elle est capable, et sur l'azote ammoniacal et sur les nitrates, et sur la somme des 2, de maintenir les niveaux de rejet, même s'il y en a quand même une augmentation importante, significative, notamment des nitrates, quand on a ces retours en tête, en plus à traiter dans la file de traitement biologique. Donc la question qui pourrait se poser, c'est est-ce qu'il ne faut pas faire un traitement spécifique de ces retours en tête?
mais c'est une question qu'on n'a pas abordée dans le cadre du projet. On a regardé aussi, bien sûr, le bilan énergétique de l'ensemble de tout ça. Et donc, on voit que c'est très, sur ce graphe-là, que donc c'est l'énergie produite moins l'énergie nécessaire pour l'aération, notamment. Et on voit donc qu'on a, bien sûr, un impact très positivement significatif de mettre une étape de méthanisation sur la station d'épuration. Ça, c'est indéniable, on le savait avant de faire la modélisation. Par contre, ce qu'on peut s'apercevoir aussi, c'est que si on se place dans un futur un peu plus lointain avec les nouveaux niveaux de rejet qui vont être imposés par la directive européenne, la nouvelle directive eaux résiduaires urbaines européenne, on ne sera pas capable de tenir les niveaux de rejet en azote ni en phosphore sur la station d'épuration en l'état actuel des choses. Et donc, il faudra sans doute investiguer de nouveaux scénarios, notamment un ajout de méthanol si on veut dénitrifier, ou traiter ou valoriser les retours en tête apportés par l'étape de méthanisation. Donc pour conclure sur la partie modélisation, donc on a aujourd'hui un modèle qui a été validé, qui est utilisé, donc a demandé une étape de formatage et de consolidation des données très importante, mais très riche d'enseignements aussi. Et ça a nécessité qu'on se parle beaucoup avec les équipes de Sébastien. Ça a été riche des deux côtés. Je pense que Sébastien va en parler un petit peu par la suite. Le modèle, il peut bien sûr être amélioré. Notamment, on ne prend pas en compte directement la filamentation des boues dans notre modèle. C'est peut-être quelque chose d'un point de vue scientifique qui pourrait être intéressant d'investiguer. Et puis, je ne l'ai pas dit complètement, on n'a pas pris en compte les réactions de précipitation dans le digesteur aujourd'hui. Il y avait quelques limitations à le faire, mais ça serait intéressant de le faire, et notamment sur le phosphore, ça peut avoir un impact, si on s'y intéresse par la suite. Mais bon, il a permis de répondre à nos questions, notamment pour identifier les meilleures stratégies d'exploitation. Et je repasse la main à Sébastien pour la suite. Merci. Donc, maintenant que le modèle est effectivement en fait calé et validé, donc on peut l'utiliser à court terme comme un outil d'aide à la décision pour différents scénarios en fait qu'on peut rencontrer en exploitation. Donc, ça peut être quoi? Justement, quand on prépare en fait des maintenances préventives, voir en fait quel est l'impact en fait d'une maintenance sur un équipement sur le traitement de la station, surtout quand c'est des maintenances qui durent en fait sur plusieurs jours. On peut l'utiliser pour de l'optimisation de l'aération. Et puis on peut l'utiliser aussi pour comparer différentes stratégies d'effacement électrique. Alors l'effacement en deux mots pour ceux qui sont pas trop au fait. Donc c'est en fait lorsqu'il y a des pics en fait de demande d'électricité sur le marché global, il est demandé en fait aux gros consommateurs si c'est possible en fait de réduire leur consommation justement et en décalant leur consommation. C'est ça qu'on appelle l'effacement. Donc ça c'est quelque chose sur lequel on est engagé et on est en train de travailler dessus pour voir justement comment on peut faire et quel est l'impact surtout en fait de décaler ces consommations, et c'est notamment en décalant les phases d'aération en fait qui sont un des premiers postes de consommation électrique. Mais ce qui nous semble important aujourd'hui, c'est quand même qu'on développe en fait une interface de communication là qui pourra être utilisée par les exploitants directement, parce qu'aujourd'hui donc le modèle est calé, mais il manque en fait cette interface qui serait facile en fait d'utilisation, où on pourrait définir du coup les paramètres à faire varier et qui en aurait directement en fait les résultats finalement en fait des simulations. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel en fait on veut travailler. On n'a pas pu encore le faire pour différentes raisons, mais on souhaite faire en fait dans les prochains mois, quoi. Voilà. Et puis sur un côté plus moyen terme, long terme, on veut intégrer en fait tout ce qui est bilan thermique. Pourquoi? Parce que voilà, vous avez entendu, il y a le projet de méthanisation qui va arriver dans quelques années, mais avant ça, en fait, on a des projets là qui sont en cours de réalisation, avec notamment une récupération de la chaleur là sur les traitements des fumées en fait du four, où voilà, il y a des calories qui vont être récupérées qui ne le sont pas aujourd'hui. Il va y avoir aussi l'énergie récupérée sur l'effluent de sortie, et du coup ça va être important pour nous d'avoir une gestion globale en fait de l'énergie là qui va intégrer en fait ces différents postes, et là du coup la modélisation va pouvoir y répondre moyennant une petite mise à jour en fait du modèle pour compléter en fait par rapport à ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant.
Et bien sûr, lorsqu'on aura une idée un peu plus claire, hein, sur la directive européenne et puis du coup les différents en fait, équipements là, qui viendront se rajouter, comme je disais tout à l'heure, du coup, Sylvie, on les intégrera dans le modèle pour voir du coup en fait, hein, quel sera l'impact pour nous. Euh, Tout ça, en fait, nous amène à réfléchir aussi à aller vers un jumeau numérique. Donc, le jumeau numérique, pardon, qu'est-ce que c'est? C'est finalement, en fait, à partir d'un modèle là, qui fonctionne en fait, hein, sur des données déjà passées, de pouvoir le faire vivre en temps réel et puis pouvoir définir en fait ou donner soit des instructions, soit des consignes d'exploitation finalement, voire même en fait d'agir directement sur les équipements comme ça peut se faire déjà en fait à l'étranger dans certains pays. Mais déjà pour nous, ce qu'on souhaiterait, c'est déjà définir des consignes et savoir s'il y a des ajustements, des choses à faire en fait pour du coup améliorer, optimiser notre exploitation. Ça aujourd'hui concrètement, c'est pas quelque chose qu'on est en mesure de faire pour plusieurs raisons. Déjà en termes de mesures, hein, on a un certain nombre de mesures déjà en ligne, en entrée station et sur les différentes étapes du process et en sortie. Et il nous en manque en fait pour avoir vraiment ce pilotage fin. Et puis surtout, en fait, on se rend compte que les mesures, c'est bien, mais hein, ça peut dériver, il peut y avoir des problèmes, en fait, des défauts, etc. Et du coup, valider les données en ligne, c'est pas quelque chose qui est simple aujourd'hui. Et du coup, ça demande encore, en fait, hein, de maturer un petit peu le sujet. Et ce qui nous bloque aussi, bon voilà, on a quelques contraintes, hein, comme beaucoup au niveau budgétaire pour pouvoir avancer sur ce genre de sujet-là. Donc on priorise en fait d'autres sujets et bien sûr, on est toujours en manque de ressources humaines, comme pour nombre de mes collègues, j'imagine. Euh, Néanmoins, et puis, ce sera un peu notre conclusion. Et ce qu'on tire en fait, hein, de tous ces échanges en fait depuis 2017 ou 2018, hein, je ne sais pas depuis quand, Sylvie, tu as commencé à échanger, notamment avec Baptiste Julien, là, mon prédécesseur du coup sur le site et qui avait initié en fait toute la démarche. Mais franchement, c'était quelque chose vraiment un partenariat gagnant-gagnant, ouais, comme on disait tout à l'heure, avec beaucoup d'échanges avec les équipes de Sylvie, et puis ce qui nous a permis, nous, de nous remettre en cause aussi, hein, sur des mesures qu'on pouvait faire, sur les façons de les entretenir, etc., des dérives qu'on ne voyait pas forcément ou pas suffisamment. Et donc, tout ça, ça nous a permis de consolider nos données, et puis d'avoir en fait une vision plus critique finalement de nos installations. Et puis surtout, en fait, d'avoir finalement une validation du bon fonctionnement de la station par une approche scientifique, en fait, c'est-à-dire par une validation finalement du fonctionnement avec voilà, cette modélisation qui vient dire qu'effectivement, en fait, les rendements obtenus correspondent à ce que pouvait faire au mieux, etc. Donc, ça, c'est assez satisfaisant et gratifiant. Et pouvoir voir aussi l'impact de ces dérives qu'on pourrait constater, mais c'est dur, en fait, de pouvoir donner un impact finalement en fait, sur la qualité en fait, du traitement. Et comme vous avez compris, en fait, c'est un vrai outil d'aide à l'exploitation qui nous permet de gagner du temps finalement quand on veut faire des essais, notamment en fait, hein, quand nous on passe à l'échelle industrielle. Vous avez compris, sur une grosse station, c'est pas facile à mettre en œuvre. Donc, faire modifier des paramètres, des fois il faut plusieurs jours ou semaines après, hein, pour que la station puisse des fois s'en remette ou quoi que ce soit. Donc, pouvoir les tester un petit peu à blanc comme ça et en ayant une idée finalement de ce que ça peut donner, c'est quand même en fait assez intéressant pour nous et vraiment de cibler voilà, les campagnes d'essai qu'on doit mener. Voilà, donc pour toute cette raison, en fait, on est quand même bien satisfait en fait, hein, de tout le travail qui a été fait, de cette modélisation là qui est validée. Et puis du coup, on va poursuivre en fait notre partenariat dans les prochains mois et puis aller compléter et puis consolider cet outil. Voilà, on est à dispo. Voilà, merci à vous. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sylvie et moi, nous sommes là pour y répondre. Merci beaucoup à Sébastien et à Sylvie pour cette présentation, ce retour d'expérience très concret. Donc, on va passer à la séance de questions qui va durer à peu près une demi-heure. Donc, merci d'abord d'avoir bien tenu les temps, hein, c'est parfait. Donc, il y a un certain nombre de questions dans le chat. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, hein, vous les faites directement dans la conversation. Donc, on va démarrer par une question, hein, qui émane de Stéphanie Cheveri sur finalement la taille critique pour entamer une modélisation. Cette modélisation est coûteuse en temps, en personnel, etc. Donc, à partir de quelle taille de station d'épuration est-il pertinent de travailler avec un modèle, à votre avis? On peut avoir l'avis des deux d'ailleurs.
Sylvie, peut-être d'abord, et puis Moi, je veux ensuite bien Sébastien. commencer. Donc, quand on a démarré, en tout cas en recherche, pour la modélisation des stations d'épuration, on était plutôt sur des petites tailles, des tailles plus petites que celles de Pierre-Bénite. Il n'y en a pas beaucoup déjà, des grosses stations. Mais les questions et les moyens qui sont mis en œuvre ne sont pas tout à fait les mêmes. Mais moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une taille limite. Et puis même, on développe aussi des modèles pour les très petites stations, pour les filtres plantés de roseaux. Donc, c'est pas en termes de recherche, il n'y a pas de taille limite. En termes après, pour aider à l'exploitation, je pense que s'il n'y a pas de spécificité particulière sur une station, on peut utiliser des modèles aussi pour des petites stations, sans faire une étape de calage, validation très très coûteuse. On peut rester. Je sais pas si tu veux compléter, Non, Sébastien. après, sur des plus petites stations, bah, forcément, du coup, il y aura peut-être un peu moins de capteurs. Donc, ça peut être intéressant parce que du coup, ça limite finalement le nombre d'entrées, etc. Et après, par contre, oui, il y a quand même du temps à passer qui n'est pas négligeable, en fait. Donc, après, à voir par rapport au calage, qu'est-ce que ça demande en temps à passer. Mais il faut pouvoir mettre à disposition les ressources et les avoir, en fait, pour le faire. Donc, bon, c'est En fait, ça qu'il faut. la grosse problématique, c'est la consolidation des données. Et donc, effectivement, si les données n'ont pas une qualité suffisante pour faire tourner le modèle, là ça va être compliqué. Mais voilà. Oui, très bien. Ça soulève évidemment le problème de la mesure, mais ça, elle est systématique. Et justement, on a vu tout à l'heure dans votre intervention que ça fait progresser finalement à la fois la station, l'épuration, donc l'impact sur le milieu récepteur et l'énergie. Une autre question sur le phosphate, hein. Y a-t-il un traitement par chloroférique sur la philo et est-ce que cette question est prise en compte dans les scénarios lorsque vous avez travaillé sur la méthanisation? Alors, aujourd'hui, non, il y a pas d'injection en fait, de chloroférique. En fait, il n'y a pas de traitement particulier pour le phosphate, parce qu'on n'a pas de norme de rejet en fait, hein, par rapport au phosphore. Ça vient notamment en fait, par rapport au milieu récepteur, la chylorone. Donc, on a moins de contraintes que d'autres ailleurs. Donc, il n'y a pas de traitement spécifique. Ouais. Ce qu'il sera peut-être dans le futur et du coup qu'on intégrera dans les prochains scénarios avec la future des rues. Parfait. On nous demande aussi quel est le coût énergétique pour le traitement de l'azote dans ces deux steps. Est-ce que vous pouvez donner un ordre de grandeur? De l'azote ou De coût du... l'azote, là, c'est la question, elle est sur l'azote. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire un ratio? Est-ce que c'est lié à l'aération uniquement? Non, enfin, nous, ce qu'on va avoir, alors c'est aussi une chance, on va avoir un certain nombre de capteurs en fait pour la consommation énergétique. Donc, on arrive à le faire en fait sur la station là pour les différentes unités de traitement. Donc, on sait que le traitement biologique, alors dans son ensemble, donc je ne vais pas avoir spécialement pour le traitement de l'azote, mais ça représente voilà 40% de la consommation en fait énergétique de la station. Donc, c'est assez important, d'où le besoin d'optimiser derrière. Mais après, je ne vais pas avoir spécialement pour l'azote, quoi. En ordre de grandeur, on considère que c'est un tiers de l'énergie dépensée pour l'aération, c'est pour l'azote, pour le traitement de l'azote. Un tiers carbone, un tiers azote, un tiers respiration endogène. Donc pour maintenir la biomasse active. Donc un tiers de ces 40%, ça serait à peu près pour l'azote. Très bien. Une autre question sur le modèle biologique qui a été utilisé. Et notamment, les gens aimeraient avoir des précisions sur le fractionnement de l'influent, si je comprends bien. Donc, quelles données tu utilises pour l'influent? Donc le modèle biologique, c'est celui qui est intégré dans Sumo. Donc c'est un modèle qui... Alors, Sumo, peut-être tu le Pardon, définis. Sumo, c'est donc un logiciel, ouais, j'aurais dû le dire d'ailleurs pendant ma présentation, c'est un logiciel dédié pour le traitement, un logiciel de simulation dynamique dédié pour le traitement des eaux résiduaires. Donc le modèle qui est intégré dans Sumo, c'est un modèle de type Activated Sludge Model, ASM, donc basé sur la croissance des différentes biomasses c'est tout, de la croissance de différentes biomasses et de Oui, leur... les biomasses fonctionnelles, hein, celles qui éliminent la c'est ça. BCO, celles qui nitrifient, celles qui... Voilà. Donc il est... donc c'est
Et c'est un modèle dont la matrice est disponible, hein, donc qui intègre tout un tas de biomasses fonctionnelles différentes. Et je ne sais plus du coup le début de la question. Oui, après, c'est quand même le modèle biologique et après les données Ah oui, sur l'influent. et donc effectivement, il a fallu caractériser l'influent pour coller avec les variables d'état du modèle. Et donc, la question principale quand on caractérise l'influent, c'est la biodégradabilité de la matière organique. Donc, on a fait des tests un peu spécifiques de biodégradabilité de la matière organique pour pouvoir alimenter le modèle à partir des CO qui sont mesurés tous les jours sur la station d'épuration. Oui, et Est-ce que puis, j'ai répondu à la oui, question? je pense. Et on a vu que vous avez besoin justement d'ajuster certains paramètres comme ceux de l'hydrolyse, hein, pour Oui, rendre compte de ce qui se passe. Ouais. C'est voilà. tout à fait intéressant de voir comment des données, disons par défaut, doivent être quand même un petit peu corrigées selon le type de station. Ouais. Voilà, donc là, on voit la puissance du modèle aussi qui permet d'apprécier les mécanismes. C'est aussi un retour vers les chercheurs que d'envoyer des informations comme ça. Alors, Tristan Germain nous pose la question, que donnent les productions de boue avant et après calage modèle, modèle modélisé versus, disons, situation réelle. Donc, C'est-à-dire que, est-ce qu'avec un modèle, avec les calages par défaut, on arrivait à modéliser la production de boue correctement? Si je traduis la question, c'est ça? Ouais, alors c'est les productions de boue avant et après calage, en comparaison de ce que fait le modèle avant et après, et les quantités mesurées réelles, en fait. Alors, les quantités mesurées, on n'a pas eu trop de soucis à caler la production. Alors, le calage de la production de boue, c'est la première étape quand on développe le modèle. Ouais, C'est c'est vraiment ça. cette première étape. Et donc, en fait, on n'a pas eu trop de soucis, il me semble, à caler les productions de boue. Là où on a des difficultés, c'est toujours par rapport aux données, en fait. Mais sur la station, donc le fait de travailler sur des stations de grande taille, on a suffisamment de données finalement pour boucler, enfin pour aller vérifier nos bilans matière et donc parce que bon, si je simplifie, mais pour caler une production de boue, en gros, il faut un débit d'extraction de boue et une concentration des boues à l'extraction. Et dans les stations de petite taille, cette concentration des boues à l'extraction, souvent elle varie dans le temps, etc. Elle n'est pas forcément mesurée tout le temps. Et donc, on a des difficultés finalement à quantifier expérimentalement cette production de boue. Dans les stations de plus grosse taille, c'est un peu plus simple pour le coup, parce qu'on peut, avec des bilans en matière emboîtée, vérifier nos données. Donc, on a pu caler, moi, j'ai pas souvenir qu'on ait eu des soucis particuliers pour caler cette production de boue. Hmm. Très bien. En fait, cette notion de réconciliation de données, elle est très importante. On a une question ici. Pour l'analyse des données, avec quelle méthode avez-vous estimé les données manquantes? Le modèle a été établi sur la base d'un fonctionnement normal de la STEP, sans les périodes de fluctuation dues à des événements exceptionnels. Et là, il y a un point d'interrogation. Donc, globalement, données manquantes, hein, comment on fait, et période un peu exceptionnelle. Comment le Alors, modèle gère tout ça? Alors, de manière générale ou de manière spécifique pour le cas, encore une fois, on a la chance d'être sur une grande station, donc il y a peu de données manquantes. Enfin, peu de données qui manquent parce qu'on ne les mesure pas. Donc après, il y a bien sûr une étape de validation de données où on enlève les valeurs aberrantes, etc. Mais des données manquantes, ici, il y en avait peu. Après, je pense que ça reste encore une question un peu de recherche, hein, de savoir finalement, dans la consolidation des données, il y a cette étape et d'avoir un vecteur continu pour entrer dans la modélisation. Et ça, il y a différentes méthodes. Donc maintenant, on utilise de plus en plus des méthodes un peu de statistiques, un peu, voire d'IA pour ces données manquantes. Mais encore une fois, ici, c'était pas le problème majeur. Très bien. Une autre question sur la durée de plage de données nécessaire pour caler le modèle et sur la méthode de validation de la calibration et de sa tenue dans le temps.
Donc la robustesse de la calibration et de la validation et le temps nécessaire en termes de plage de données, en fait. Là aussi, c'est très, très spécifique, enfin, c'est station par station. Donc ça revient, si je complète, par rapport à la question précédente, de savoir s'il y a des événements exceptionnels. Effectivement, on les enlève dans un premier temps, pour faire le calage, moyen du modèle. Mais c'est très intéressant, s'il y a ces événements exceptionnels, de voir si le modèle, il est capable de les représenter correctement. Voilà. Et après, bon, pour tout ce qui est production de boue, etc., en général, on essaie de représenter une année de fonctionnement minimum pour avoir les variations saisonnières, ou ces points-là. Et puis pour s'assurer que le modèle, effectivement, si on le cale en été, est-ce qu'il est encore valable en hiver, ou ces questions-là. Mm. On- oui. Et Oui. la méthode de validation de la calibration. Alors, nous, dans ce cas précis, en fait, on a calé le modèle avec des données plus récentes que celles pour le valider. Pourquoi? Parce que dans la première partie, des données qu'on a utilisées, il n'y avait pas de mesure de concentration en oxygène dissous dans les bassins. Parce que comme la régulation, bon, Sébastien il pourra en parler, est fait sur le redox, il mesurait simplement pas l'oxygène dissous. Donc on a demandé à avoir une période de temps, je sais plus. Elles sont encore en fonctionnement, Sébastien, ces Oui, oui, sondes, tout à fait. ou... Ouais, ouais, Voilà, du coup maintenant elles restent en fonctionnement, mais donc on a demandé qu'il y ait avoir quelques mois de concentration d'oxygène dissous pour pouvoir caler les modèles, parce que c'est un petit peu difficile de caler quand même les modèles sans cette concentration d'oxygène dissous. Et après on a utilisé la période où on n'avait pas cette concentration pour valider le modèle, qui elle était d'une année précédente en fait. Mm. Et a priori, donc, elle est robuste dans le temps, hein, on a confiance dans le caractère validé du modèle sur la suite. Alors le gros intérêt du modèle, ça peut être de le faire tourner et de voir si on continue de caler, de Oui, de coller décrire. avec la réalité, ce qui pourrait montrer finalement qu'il y a quelque chose qui change dans la réalité. Donc ça reste valide s'il n'y a pas un nouvel influent avec un effet toxique, par exemple, si on a une industrie qui est reliée à la station d'épuration, ou si on ne change pas quelque chose sur le fonctionnement ou l'exploitation, ou qu'on ajoute une étape de fonctionnement. Donc il n'y a pas de raison. Mais bon, sur la nitrification, souvent, ce qu'on voit, c'est des effluents plus ou moins toxiques, en fait, qui vont changer un petit peu les paramètres du modèle de nitrification, par exemple. Euh, Moi, je poserais bien une question sur l'intérêt de la modélisation, disons, pour prospecter finalement sur des procédés un petit peu futurs. On sait que la DRU va imposer quand même des changements assez conséquents, et notamment sur finalement le bilan énergétique de la station, hein, qui doit être de plus en plus neutre. Alors, justement, on a parlé tout à l'heure d'envisager d'aller vers des procédés peut-être plus innovants, notamment en travaillant sur les retours. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer, notamment Sébastien peut-être, et puis ensuite Sylvie, comment vous envisagez cet avenir? Vous en avez un petit peu parlé en conclusion, mais est-ce qu'on peut, par exemple, sur des projets un peu plus innovants, des technologies sur l'azote, par exemple, sur le phosphore, avec de la valorisation, est-ce que c'est des choses qui sont entrevues? Parce que là, j'ai vu beaucoup sur l'exploitation classique, ouais. peut-être un peu moins de choses dans l'innovation. Ouais, tout à fait. Bon, ça, on a des collègues des services en fait qui sont en train de regarder en fait plus spécifiquement ce que va demander en fait la future des rues, et effectivement les procédés du coup qui seront à mettre en place. Donc, on va faire un peu de benchmarking et puis attendre en fait ce qui sortira pour savoir du coup effectivement les procédés qui seront à mettre en place. Et à ce moment-là, on les intégrera dans la modélisation. Mais nous, aujourd'hui, sur la station, c'est encore trop tôt en fait pour savoir exactement où est-ce qu'on va mettre ou quoi que ce soit. Mais voilà, on a des services à la métropole qui regardent ça forcément pour anticiper ce qui va venir assez vite. Ouais. Ouais, je rebondis avant de laisser la parole avec Sylvie. Justement, vous regardez ça, les benchmarks, etc. Mais finalement, est-ce qu'on ne devrait pas les regarder, notamment justement avec la modélisation?
C'est une question qu'on avait avec Sylvie, en fait, hein, c'est d'intégrer la modélisation finalement dans notre prospective, en fait. Donc ça, c'est voilà, c'est des questions qu'on a sur la table, qu'il faut que je mène avec les autres services là, de la métropole, qu'on l'utilise aujourd'hui, et voir ce que ça impacterait de faire évoluer le modèle pour intégrer en fait ces procédés. Mais pareil, après, il faudra justement après devoir les caler, etc. Donc à voir comment c'est faisable, en fait. Autant c'est plus facile, je dirais, sur l'existant, avec les jeux de données, etc., pour le caler, l'intégrer à un nouveau. Mais bon, on a pu voir et essayer des choses avec la méthanisation. Donc, je pense sur le retour aux têtes aussi, il doit y avoir, après avoir déjà ce qu'il y a dans Sumo aussi, hein, ce qui est modélisé, si tout ce qui est retour en tête, c'est traitement biologique spécifique ou particulier, je ne sais pas, c'est déjà des choses qui sont déjà modélisées en fait dans Sumo. Mais ça, peut-être que Sylvie, tu as déjà regardé, non? Le traitement des jus ou les traitements des effluents chargés. Ouais, nous, il y a l'année dernière, une de nos doctorantes, Perrine DeVos, qui a soutenu sa thèse sur le traitement et la valorisation des retours en tête. Donc, dans l'idée de sa thèse, ça aurait été de venir en dernier sur la station de Pierre-Bénite, justement pour aller un petit peu modéliser un certain nombre de procédés plus ou moins nouveaux. Bon, on n'est pas allé jusque-là, malheureusement, mais c'est vraiment dans l'objectif très futur de relier le projet de Perrine avec le projet donc on a mené sur la station de Pierre-Bénite pour aller jusque-là, donc pour voir effectivement comment utiliser le modèle pour aller un peu investiguer notamment les procédés de valorisation de l'azote et du phosphore qu'on pourrait avoir dans ces retours en tête. Donc c'est vraiment aussi une opportunité en fait, cette nouvelle DERU, est-ce qu'il faut vraiment traiter et ces retours, ou est-ce que c'est pas l'occasion justement de les valoriser? Et si on choisit de les valoriser, est-ce que ça n'a pas un impact finalement global sur l'ensemble de la station, voire un peu plus loin sur le bilan carbone de l'ensemble du système? Est-ce que ça a un impact positif finalement de les valoriser ou pas? Ou est-ce qu'il vaut mieux, comme dans le cas de Pierre-Bénite, où on a quand même un petit peu de capacité, ça aussi peut-être qu'on a oublié de le dire, la station elle n'est pas chargée à sa charge nominale, on a encore de la capacité pour faire du traitement. Et donc dans ce cas-là, est-ce que finalement, d'un point de vue environnemental, c'est pas mieux de traiter tout dans les files existantes, ou est-ce qu'il faut vraiment traiter à part ces flux? Très bien, merci pour cette réponse. On a une question justement dans cette prolongation de discussion. Dans quel cadre la collectivité et l'unité de recherche ont-elles été mises en contact pour faire ce projet? Ça, Sylvie, tu me corrigeras, mais en fait, il y a une convention en fait entre la métropole et l'INRAE qui, je sais pas depuis quand elle est là, mais c'était bien avant que j'arrive. Et donc, Moi en fait, aussi. c'est pour ça que, bon, voilà. Donc, depuis très longtemps, en fait, il y a des sujets, en fait, hein, qui sont traités par nos différents services et sur les questions de recherche ou d'optimisation qu'on peut avoir, en fait, elles sont abordées dans ces cadres-là et c'est comme ça que il y a eu le fruit des discussions qui sont amenées à ce besoin de faire une modélisation et que du coup, ça s'est mis en place le projet petit à petit. Mais voilà. Donc, ouais, c'est pas quelque chose de nouveau, du coup. Ouais, on a un long historique de collaboration avec Lyon Métropole et donc Grand Lyon avant. Et donc du coup, c'est un peu dans ce cadre-là qu'on a commencé à discuter alors avec le prédécesseur de Sébastien et, pour mettre en place ce projet, quoi. Oui, cette notion de long parcours, finalement, en parallèle est très important. Notamment, on a vu l'importance de dialogue et de bien se comprendre. Une question de ma part, finalement, le travail là qui a été présenté a été fait lors d'une thèse ou d'une autre, ça a pris une autre forme? Alors ça aussi, j'aurais dû le dire. En fait, on a eu un CDD pendant 2 ans sur le sujet. Donc c'est Mathilde Lepage. Et donc j'en profite pour la remercier pour son travail parce qu'elle a vraiment été très très efficace sur le projet. Elle est en thèse maintenant avec nous sur un autre sujet, mais et Voilà. effectivement c'était un contrat de collaboration un peu spécifique dans ce cadre-là. J'ai oublié le nom, je peux le retrouver du contrat, mais contrat de Éventuellement. collaboration de recherche en tout cas qui a été signé, mais qui a été grandement facilité par le fait qu'on ait déjà une convention avec le Grand Lyon, avec la métropole de Lyon. On reviendra peut-être un peu sur ce sujet après, mais là, il y a des questions un petit peu sur les procédés
finalement alternatif ou un petit peu plus futuriste, avec notamment une notion de valorisation matière. Donc, la question de l'azote et du phosphore et de la séparation à la source nous est posée. Et donc, est-ce que ce n'est pas une piste potentielle pour réduire les coûts énergétiques de la steppe? Voilà, est-ce qu'on peut tenter d'en récupérer au moins partiellement en amont? Euh, et il y a eu une réponse déjà de Charlotte Renouf qui dit que effectivement c'est des choses qui sont réfléchies à l'échelle de Lyon, mais je vous laisse quand même la parole, Sébastien et Sylvie. Non, mais que ce soit Charlotte ouais, ou les autres personnes là, qui sont dans le service de Muriel Floria, donc qui s'occupent en fait de ce qui est de la prospective, etc. Et effectivement, sont mieux placés à la limite que moi pour répondre sur le sujet. Donc, mais c'est des choses effectivement qu'on regarde. Et effectivement, valoriser, c'est bien, mais ce que disait en fait tout à l'heure Sylvie, mais ça a un impact énergétique. Donc, faudra faire en fait le bilan de tout ça. Est-ce que c'est pas mieux de traiter, de récupérer de l'énergie ou de valoriser au départ? Je sais pas. Pour l'instant, c'est vrai qu'aujourd'hui, un peu tout est possible. On peut un peu tout faire. Et puis, il faudra voir en fait et analyser ça plus précisément. Mais moi, j'ai pas vraiment d'avis sur la question. Sylvie, peut-être un mot? Moi, c'est pas mon sujet directement, hein, donc je regarde d'un petit peu loin, mais effectivement, il y a énormément de réflexions sur cette séparation à la source qui viendrait compléter euh, un peu les traitements. Alors, je sais que notamment à l'INSA de Toulouse, il y a des idées aussi d'avoir des systèmes un peu hybrides, c'est-à-dire qu'on pourrait séparer à la source l'urine, mais continuer à la traiter peut-être de manière un peu intensive, entre guillemets, sur la station d'épuration, ou valoriser, par exemple, avec des retours en tête, enfin des effluents un peu chargés, quoi. C'est les urines, par exemple, qui seraient séparées à la source. Donc il y a plusieurs réflexions en cours, c'est très très intéressant. C'est pour un avenir un peu plus lointain. Et il faut bien sûr s'assurer que ces systèmes-là n'aient pas un impact non plus, ou un effet rebond, ou un impact un peu différent aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur et de traitement, ou de valorisation de ces ressources. Oui, et il y aurait quelques personnes qui pourraient répondre de manière très pertinente dans l'Assemblée, mais on ne peut pas leur donner la parole. Mais soyez fidèles au webcafé du comité de la recherche de l'AST et il y aura des réponses à ces questions, puisque c'est finalement des choses qu'on aime traiter et qui seront traitées dans les prochains webcafés. Donc restez fidèles. Il y a effectivement des enjeux et là encore, il y a de la modélisation qui est utilisée pour finalement étudier des scénarios sous toutes les coutures et notamment sur les aspects impacts environnementaux. Et c'est plutôt quand même positif. Voilà, et il y a des travaux là-dessus, notamment avec effectivement la métropole de Lyon. Euh, je reviendrai un petit peu sur les aspects de transfert du savoir vers des petites collectivités, sur des procédés plus rustiques, etc. Quelles seraient selon vous, à la fois Sébastien et Sylvie, les possibilités que finalement des études comme ça puissent servir à d'autres, euh, notamment sur des procédés peut-être soit similaires, soit différents. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir quand même un effet de ces présentations vers les petites collectivités, les petites structures? De mon côté, bah oui, je dirais oui. Et grosso modo, en fait, tout ce qui était, nous, les points de blocage qu'on a pu avoir sur les données ou choses comme ça, c'est les choses qu'on va retrouver, en fait, dans d'autres collectivités ou d'autres stations, etc. Donc, il y a un certain nombre de choses ouais, qu'on peut récupérer et qui peuvent après réutiliser, en fait, sans avoir peut-être à modéliser ou autre. Mais oui, je pense que oui, il y a des choses à récupérer. Sylvie, peut-être, toi qui as Oui. un peu les deux aspects, tu travailles, enfin dans votre unité, on travaille beaucoup aussi sur les petites structures. Oui, sur les petites structures, en fait, ouais, nous, ça nous permet aussi beaucoup de développer les méthodes dont on a déjà pas mal parlé, hein, de validation, consolidation des données. Et c'est vrai que d'avoir accès et de réfléchir avec les exploitants sur les données, la manière dont elles sont acquises, ce qu'on en fait, comment on les traite, ça peut complètement être appliqué sur des tailles plus faibles, avec la difficulté qu'on a beaucoup moins de données Mm. sur les petites installations.
Mais quand même, il y a des procédures ça nous permet de réfléchir aussi à des procédures pour valider les données également sur les plus petites installations. Oui, tout à fait. Et puis, on peut utiliser des capteurs quand même un peu rustiques Oui. et qui, en dynamique, peuvent quand même aider finalement à reconstruire un peu l'historique des flux. Donc, ça, il y a eu pas mal de travaux là-dessus. Mm, mm, mm. Je ne sais pas s'il y en a eu aussi sur les techniques rustiques. Est-ce que les modèles qui sont développés sont vraiment utiles aux exploitants? Tu peux donner un avis là-dessus, Sylvie? Euh, je ne saurais pas dire jusqu'à l'exploitation si j'ai des exemples où ça a été utilisé en exploitation. En tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de développer à partir de ces modèles des modèles un peu simplifiés ou de faire des simplifications de modèles pour en tirer après des outils un peu d'aide à la décision plus simples, des outils de dimensionnement par exemple, ou des outils de choix de filières, de gestion de l'eau en milieu urbain, ou des outils de ce type. Donc, ils se basent sur des modèles complexes, mais qui vont ensuite être simplifiés dans un outil d'aide à la décision plus simple. Et ça aussi, c'est une manière de transférer finalement ces travaux-là euh, pour une utilisation après par les usagers. Oui, des gens chez nous aussi ont travaillé justement sur la modélisation des plus petites stations avec des capteurs simples, en étudiant la dynamique et en travaillant bien sûr la reconstitution des données. Et c'est très, très puissant en fait. Mm. Et en fait, la DRU, là encore, va pousser finalement à ce que les petites stations se mettent aussi à un fonctionnement plus, disons, plus surveillé et plus efficace. Et donc, va se poser effectivement cette question de comment les petites structures arrivent à acquérir en fait cette compétence. Et je pense que la modélisation, qui pourrait être un peu partagée, mutualisée, pourrait être une solution. Je ne sais pas si vous voulez réagir à ça, et sinon. Bon. Non, Il y a une autre question. Oui, pardon, Sébastien, tu voulais non, intervenir? spécialement, non. Ouais, ouais. Alors, je lis la question. Il existe sur le marché français une solution déjà éprouvée de jumeaux numériques pour modéliser, prédire et contrôler en temps réel les cycles d'aération en STEP. La solution s'applique à des stations d'épuration de 5000 à 1 million d'équivalents méthane. Je vous invite à prendre connaissance de la solution Pure Contrôle. Voilà. Alors, on essaie de ne pas faire, j'aurais dû couper la fin d'ailleurs, mais on on fait pas de Ouais. publicité, je me suis fait avoir. Ouais. Mais je connais bien les gens de Pure Control, mais ce n'est pas le lieu de faire la publicité. Oui, Euh, il existe des solutions. Mais, moi, bon, je pense qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle jumeaux numériques. Donc, déjà, bon, on va pas parler de pur contrôle en particulier, mais il y a différentes solutions qui existent pour faire du contrôle avancé des stations d'épuration. ouais. Est-ce que c'est des jumeaux numériques? Je ne sais pas, mais voilà. Voilà, Alors, si je voulais bon, compléter, c'est juste que voilà, oui, il y a oui, une vas-y. qui sera menée sur une autre station du Grand Lyon là-dessus, et on verra du coup ce qu'il en sera. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore un peu tôt pour en parler. Ouais. Voilà. Donc il existe, ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de développement autour de modèles qui seraient basés plus sur les données. Nous, on a utilisé dans notre projet des modèles qui sont dits biocinétiques, enfin des modèles sur les mécanismes, basés sur les mécanismes de croissance des biomasses, etc. Et effectivement, aujourd'hui, il y a aussi tout un développement autour de modèles basés sur les données, et dont plusieurs solutions sont proposées donc aujourd'hui sur le marché. Voilà. C'est Très bien. complémentaire. C'est pas tout à fait les mêmes manières de faire, c'est complémentaire. C'est parfait. On arrive à la fin de ce Web Café Innovation. D'abord, je voudrais remercier les deux intervenants qui ont finalement partagé leur retour d'expérience. On voit que la modélisation est potentiellement un outil très performant, très utile, qui peut apporter à la fois de la connaissance, de l'explication, mais aussi des chiffres hein, et des valeurs sur les surconsommations ou économies d'énergie, etc. Donc, c'est des outils, à mon avis,
à développer. Il faudrait les rendre plus utilisables par notamment les plus petites structures. Donc ça, c'est un vrai sujet qu'il faudra peut-être Mm. discuter. Voilà, et ensuite, je voudrais remercier aussi tous les participants, et notamment avec toutes ces questions très intéressantes. Et puis, il me reste à vous donner rendez-vous pour les prochains webcafés. Donc, on réalise des webcafés sur des sujets très différents les uns des autres, mais on essaie aussi d'avoir une certaine continuité pour des sujets assainissement, par exemple, et certainement, il y en aura d'autres sur la partie modélisation, sur le lien modélisation et intelligence artificielle, etc. Voilà, donc en espérant vous voir nombreux encore les prochaines fois, vous avez été bien présents déjà cette fois-ci. Voilà, merci à tous et à toutes. Merci aussi à Pascal Michard d'avoir organisé la partie matérielle de ce webcafé, et à très bientôt, je l'espère. Au revoir. À bientôt. Merci pour l'invitation. Merci.